tribunal for Lebanon is now in session. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois secouée par un attentat suicide qui a fait 4 morts et près d'une cinquantaine de blessés. Le Front Al-Nosra au Liban revendique l'attaque sur son compte Twitter. Depuis Paris, Saad Hariri justifie son ouverture pour un gouvernement de rassemblement, mais reste ferme sur la fin du triptyque État, armée, résistance, voulu par le Hezbollah. L'ONU retire son invitation à l'Iran à participer à la conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie. Une erreur selon Moscou qui estime que tous les acteurs extérieurs doivent être représentés. Et à suivre également dans ce journal, un rapport indépendant fait état de pratiques de torture à grande échelle de la part du régime syrien. Il s'appuie sur le témoignage d'un ancien geôlier qui a pu prendre des milliers de photos de cadavres. La banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois secouée par un attentat. L'explosion s'est produite ce matin dans le quartier de Haret Harek, qui a déjà été visé il y a à peine 3 semaines. Bilan, au moins 4 morts et 46 blessés. Une caméra de surveillance dans une rue adjacente a capturé le moment exact de l'explosion. Le ministre sortant de l'Intérieur a affirmé que le kamikaze portait une ceinture d'explosifs qu'il n'a pas réussi à faire sauter. Selon Marouane Cherbil, seule la voiture piégée qu'il conduisait a explosé. Il s'agirait d'une qui a volé. L'attaque a été revendiquée dans la foulée par le Front Al-Nosra sur son compte Twitter. Le groupuscule islamiste lié à Al-Qaïda avait déjà revendiqué l'attentat de Hermel dans la Bekaa la semaine dernière, affirmant que l'attaque visait le Hezbollah. Il reproche au Parti de Dieu son engagement militaire aux côtés des forces du président syrien Bachar el-Assad. Les quartiers sud de Beyrouth ont régulièrement été la cible d'attentats ces derniers mois. Et puis les condamnations se multiplient de toutes parts. Depuis ce matin, le Premier ministre désigné, Tamam Salam, a exprimé sa solidarité avec les habitants de Haret Harek. Il estime que l'insistance des criminels à récidiver au même endroit doit être contrée par un renforcement du front interne sur les plans politiques et sécuritaires. Le chef du gouvernement sortant, Najib Mikati, a quant à lui appelé toutes les parties à se réunir le plus vite possible autour d'une même table pour sortir le Liban de la crise. Autre réaction, celle de Fouad Seniora, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, qui a qualifié l'attentat de crime contre l'humanité parce qu'il a visé des civils innocents. Walid Jumblat a pour sa part affirmé que le Liban est désormais entré dans un cycle fou de violence. Le leader druze accuse certains éléments takfiristes de semer le terrorisme sans vergogne. Il estime ainsi que l'unité sécuritaire est plus importante que l'unité gouvernementale, appelant à mettre un terme aux infiltrations à travers la frontière syrienne. Saad Hariri multiplie les interviews ces derniers jours après Reuters et Europe 1. L'ancien Premier ministre a longuement répondu aux questions de notre journaliste Paula Yacoubian. L'occasion pour lui de faire une synthèse entre les positions de principe défendues par sa formation et le 14 mars. Il est également revenu sur la récente ouverture qu'il a exprimée en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de rassemblement aux côtés du Hezbollah, ainsi que sur les travaux du tribunal spécial pour le Liban. Extrait. Le tribunal est à présent une réalité. Le processus ira jusqu'à son terme et nous connaissons à ce stade 5 des accusés. Mais avec le temps, toute une liste sera dévoilée face à cette réalité. Comment agirai-je ? Avec mon cœur ou avec ma raison? Je suis politiquement responsable de ce qui se passe au Liban. Lorsque nous avons vu que le 8 mars a reculé et qu'il a abandonné la formule des 996 pour celle des 3-8, nous avons posé un certain nombre de questions et la plupart des réponses ont été positives. Je ne fais que transposer le désaccord à la table du Conseil des ministres. Les gens veulent vivre, ils veulent un gouvernement, de l'eau, de l'électricité et une économie. Vous connaissez la situation du pays. Une explosion se produit ici et une autre là. Et il y a un seul qui célèbre en offrant des gâteaux à chaque fois qu'il y a une explosion. C'est Bachar el-Assad. Le Hezbollah ne va pas sortir de Syrie ni abandonner ses armes. Et moi, de mon côté, je continuerai à croire que sa présence en Syrie est une... Et pour l'État.
Que personne ne croit que nous allons abandonner nos principes. Je ne couvre rien, ni la guerre en Syrie, ni les accusés dans l'assassinat de Rafik Hariri. Pour ce qui est du triptyque armée-peuple-résistance, que cela plaise ou non, on s'en est débarrassé, point à la ligne. Et nous tenons à la déclaration de Baabda. Nous refusons le vide présidentiel, surtout qu'il s'agit du seul président chrétien dans tout le monde arabe. Notre candidat à la présidence sera celui du 14 mars. Les combats ont repris à Tripoli entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebene et de Jabal Mohsen, notamment sur l'axe de la rue Syrie qui les sépare. 2 officiers et 5 soldats de l'armée libanaise ont été blessés lorsqu'un obus a été tiré contre leur char qui était stationné sur cette rue. Des violences meurtrières opposent régulièrement ces 2 quartiers. Avant même le conflit syrien, les flambées de violence étaient fréquentes et ont fait plus de 200 morts et 3000 blessés depuis 2008. Dans un instant, en direction le golfe d'Aden où la marine française intercepte des pirates somaliens. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Après les menaces de l'opposition syrienne, l'exclusion de l'Iran par l'ONU a sauvé in extremis la tenue demain, mercredi, de la conférence de paix Genève 2. Mais Moscou considère qu'il s'agit d'une erreur et Téhéran annonce par avance un échec des discussions en son absence. Les préparatifs s'accélèrent dans la station balnéaire des rives du lac Clément et la sécurité doit aussi relever des défis. Reportage. Finalement, la conférence de paix sur la Syrie se fera sans l'Iran. La séance inaugurale doit débuter demain à Montreux en Suisse avant des débats et des rencontres bilatérales à Genève jeudi et vendredi. Un jeu diplomatique dont Téhéran, d'abord invité par l'ONU, a finalement été exclu faute d'accepter les conditions préalables pour une participation à la conférence sur la transition politique en Syrie. Une absence qui menace le bon déroulement de Genève 2. Tout le monde sait que sans l'Iran, les chances de parvenir à une vraie solution en Syrie ne sont pas si grandes. La République islamique a un rôle important dans la région et ils ne peuvent pas l'ignorer. Dès le début, nous avons clairement affirmé que nous n'accepterions aucune condition préalable pour participer à la conférence. Nous regrettons le changement de position de Ban Ki-moon à cause des pressions. Ils attribuent cette annulation aux déclarations faites en Iran, alors que cela montre clairement qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils ont retiré cette invitation sous la pression, surtout des Américains. La coalition nationale syrienne a salué le retrait de l'invitation à l'Iran et confirmé dans la foulée sa participation à Genève 2. La Russie, soutien au régime de Damas, œuvre en coulisses pour un règlement négocié du conflit. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, parle d'une interprétation malhonnête de ce que Moscou et Washington avaient convenu à Genève. Quand le secrétaire général de l'ONU a dit qu'il était contraint d'annuler son invitation à l'Iran parce que l'Iran ne partage pas les principes du règlement inscrit dans le communiqué de Genève de juin 2012, c'est à mon avis une phrase assez rétorse. Ceux qui ont exigé que l'on annule l'invitation de l'Iran sont ceux qui affirment que la mise en œuvre du communiqué de Genève doit aboutir à un changement de régime. C'est une interprétation malhonnête de ce dont nous avons convenu à Genève en juin 2012. Le ministre russe des Affaires étrangères a tenu ses propos avant de s'envoler pour Montreux où il doit rencontrer ce mardi le secrétaire d'État américain John Kerry, le chef de la diplomatie syrienne Walid Moallem et son homologue chinois Wang Yi, ainsi que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui est arrivé tôt ce matin au Petit Palais, la propriété du Montreux Palace. C'est ici que la conférence va se dérouler. La zone rouge qui englobe le Montreux Palace et le centre des congrès, ainsi que quelques rues attenantes et les quais, sera totalement interdite au public. Les hommes de la gendarmerie et ceux de la protection civile y sont largement déployés. Dans la rue, cela suscite des désagréments. Cette conférence a le mérite d'exister. Quant au résultat qu'elle aura, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Maintenant, bien sûr, c'est toujours un petit peu désagréable d'avoir le centre-ville encore retranché, mais ma foi, on s'incline de bonne grâce. Voilà. Des centaines de délégués d'une trentaine de pays, mais aussi de l'Union européenne, assisteront à la conférence dans ce prestigieux 5 étoiles montreusien. Le centre des congrès s'apprête de son côté à accueillir quelques 600 journalistes.
Et puis à la veille du coup d'envoi de la conférence de paix, 3 anciens procureurs internationaux ont publié un rapport qui fait état de pratiques de torture à grande échelle de la part du régime syrien. Ce rapport a été commandé par un cabinet d'avocats londoniens agissant pour le Qatar, un des pays les plus hostiles au régime Assad. Le document s'appuie sur le témoignage d'un ancien geôlier qui a pu prendre des milliers de photos de cadavres portant des marques de torture. Par ailleurs, plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme concernant le sort des enfants. D'après ces organisations humanitaires, 11 000 enfants sont morts depuis le début du conflit. 22 000, c'est le nombre de familles déplacées par les violences dans la province irakienne d'Al-Anbar. La ville de Falloujah et certains secteurs de Ramadi sont tombés début janvier aux mains d'insurgés. Selon l'ONU, ce nombre est inférieur à la réalité car de nombreux déplacés ne se sont pas enregistrés. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans d'autres secteurs de cette province de l'ouest du pays. Mais certains ont fui plus loin, notamment dans la région autonome du Kurdistan irakien. Sur le terrain, les forces irakiennes, appuyées par des membres de tribus, poursuivent leurs assauts contre des quartiers de Ramadi. Direction l'Égypte où le procès de Mohamed Morsi a été fixé au 16 février. Le président islamiste déchu est accusé d'espionnage et d'actes terroristes. 35 autres personnes vont comparaître à ses côtés, parmi eux des dirigeants de sa confrérie des frères musulmans et des responsables politiques sous sa présidence. Depuis la destitution de Morsi en juillet dernier, les attaques contre les forces de l'ordre se sont multipliées dans le pays. Il est poursuivi dans 3 autres affaires. Son procès pour incitation au meurtre de manifestants durant sa présidence va reprendre le 1er février. La marine française a intercepté et capturé 5 pirates somaliens au large du Sultanat d'Oman. Ils détenaient des marins indiens à bord de leur embarcation. La capture a été réalisée par des commandos du Sirocco, navire de la Marine nationale française. Les matelots indiens ont été libérés et sont sains et saufs. La veille de leur capture, ces pirates avaient tenté de s'emparer d'un pétrolier. Ce dernier avait donné l'alarme à la force européenne Atalante, chargée de surveiller la zone et d'escorter les bateaux du programme alimentaire mondial. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, la Thaïlande décrète l'état d'urgence à Bangkok pendant 60 jours à partir de demain. Objectif, faire face aux manifestants qui réclament la chute du gouvernement depuis plus de 2 mois et qui promettent d'empêcher les législatives du 2 février. Cette décision intervient alors que plusieurs incidents violents ont eu lieu ces derniers jours, faisant 9 morts et des centaines de blessés. En Corée du Sud, 20 millions d'utilisateurs de cartes bancaires ou de crédit se sont fait voler leurs données personnelles par des employés ces dernières années. L'affaire a été rendue publique après l'arrestation d'un homme qui serait responsable à lui seul du vol d'informations de 104 millions de cartes de crédit. Les données du président sud-coréen et même de Ban Ki-moon seraient concernées. Toutes les cartes piratées doivent être remplacées et par précaution, des millions de Sud-Coréens demandent l'annulation de leurs cartes. Et puis au Chili, la police a arrêté une adolescente et des membres de sa famille pour avoir essayé de gagner de l'argent en vendant leur bébé sur Internet. Ils l'auraient vendu à un couple pour 60 000 pesos, soit 81 €. L'affaire aurait été conclue alors que la jeune fille était enceinte. Le tribunal doit désormais se prononcer sur qui obtiendra la garde effective de l'enfant. Et puis on termine au Pakistan où l'aviation a pilonné des zones tribales occupées par des talibans près de la frontière afghane. Une intervention décidée alors que la pression s'accentue sur le Premier ministre Nawaz Sharif pour que son gouvernement prenne des mesures plus draconiennes contre les insurgés islamistes après une série d'attentats la semaine passée. Selon un responsable militaire, l'opération n'avait pas été préparée. Les avions de chasse de l'armée de l'air pakistanaise ont reçu la mission de frapper des repères d'activistes impliqués dans les attentats contre les forces de l'ordre. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois secouée par un attentat suicide qui a fait 4 morts et près d'une cinquantaine de blessés. Le front Al-Nusra au Liban revendique l'attaque sur son compte Twitter. Depuis Paris, Saad Hariri justifie son ouverture pour un gouvernement de rassemblement, mais reste ferme sur la fin du triptyque armée-peuple-résistance voulu par le Hezbollah. L'ONU retire son invitation à l'Iran à participer à la conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie. Une erreur selon Moscou qui estime que tous les acteurs extérieurs doivent être représentés. Et puis un rapport indépendant fait état de pratiques de torture à grande échelle de la part du régime syrien. Il s'appuie sur le témoignage d'un ancien geôlier qui a pu prendre des milliers de photos de cadavres. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.
The Special Tribunal for Lebanon is now in session.